Voilà, on va commencer l'après-midi en prenant un peu de la hauteur avec vous, Vincent Rostin. Tout d'abord, merci de remplacer Tamara Roberts qui a été retenue. Merci de la remplacer un peu au débeauté. Vincent Rostin, vous avez créé votre société de conseil il y a 10 ans, un cabinet qui s'occupe de la transformation digitale des entreprises et qui s'appelle, je ne sais pas si je prononce bien, Carib. Le Cairn for IT. Le Cairn, Voilà. là je suis breton, hein, ça D'accord. marche. En Ouais. gaélique, ça marche aussi. D'accord. For IT, c'est un peu plus anglais. On m'a dit faites attention, c'est compliqué l'anglais ici. Ouais. Donc on va essayer de vulgariser. Donc auparavant, vous avez travaillé dans la publicité, l'informatique, les télécoms, à des postes de business développement et de marketing. Alors, est-ce qu'on peut commencer un petit peu sur les freins et les peurs majeures liées au développement des data? Oui, et pour ça j'ai même un support. Hmm. Pardon ? On lance la vidéo tout de suite. On va commencer par une petite vidéo en anglais. Voilà, mais Alors, vous allez voir, rassurez-vous, c'est même assez si vous ne rigolo. parlez pas anglais, normalement vous devez la comprendre. Sinon, vous faites comme chez le médecin, chez le dentiste, vous levez le bras. Si c'est douloureux, on vous racontera l'histoire. Typiquement, vous allez voir ce qui peut se passer quand on a de la data, mais qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire. Donc dans ce secteur, enfin, on va en parler après. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. Look at this. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir. I need more trees. More trees? I'll get you more trees. Hey, take a look at wood pulp. Everything you got on wood pulp right now. He really loves that thing. Voilà, un enfant qui commande des encyclopédies universalistes dans un secteur un peu voilà, qui a plus forcément C'est pas d'actualité. has-been. Juste pour introduire le propos, la data, tout le monde en a. L'important, c'est surtout ce qu'on peut en faire, ce qu'on en fait, et d'avoir une vraie stratégie par rapport à ça, parce que quand on n'a pas de stratégie, je ne sais plus, c'est Sénèque, je crois, qui disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Savoir où on veut aller, derrière, il y a des technologies qui permettent de s'approprier les datas, de les traiter et d'en faire quelque chose. Donc nous, on va prendre un petit peu de hauteur, mais on va quand même placer un petit peu le débat au démarrage en disant qu'effectivement, tout est donné et l'accélération dont on parlait tout à l'heure, elle est quand même sensible. En 2014, 90% des données générées l'étaient dans les 2 dernières années. En 2015, c'était dans l'année. En 2020, ce sera dans la seconde. C'est-à-dire que le volume de données augmente et le rythme auquel on génère des données augmente aussi. Petit truc comme ça, YouTube a produit en une année beaucoup plus de contenu que ce qu'a produit la télévision américaine depuis qu'elle existe. Ça vous donne une idée un peu du nombre de données, du volume qu'on peut avoir. Et les données, elles sont partout. Vous avez des données, vous en avez plein. La plupart du temps, d'ailleurs, vous avez des données qui vont être des données de production, des données RH, des données commerciales, etc. Les institutions, donc Impair communauté, mais les clusters, etc., ont des données et elles peuvent les libérer. On parle d'open data de plus en plus, c'est des projets où on libère des données publiques, budget de l'État, etc. Sur la partie sociale, les réseaux sociaux sont pleins de données. Les données sur les consommateurs, ce qui est intéressant, c'est que notamment vous avez les données des gens que vous connaissez, de vos consommateurs, et que vous pouvez les extrapoler avec des gens qui ont les mêmes comportements de données qu'eux. Vous avez les données qui sont, pour donner une idée aussi là, du volume, le mobile génère 60 milliards de revenus d'ici 2018, aura généré 60 milliards de revenus en 2018, ce qui veut dire, et la plupart de ces revenus sont issus des données qui sont générées par les mobiles. Puis enfin, vous avez un avènement important qui est celui des objets connectés, où on pense qu'en 2020, on aura 20 milliards d'objets connectés, ce qui veut dire beaucoup plus que de connexions mobiles aujourd'hui. En sachant que comme objet connecté, on aura peut-être aussi la voiture autonome dont le frein est justement le volume de données. Un véhicule autonome aujourd'hui, c'est 225 fois plus qu'un mobile. Donc si on lançait les véhicules autonomes aujourd'hui, on saturerait à peu près tous les réseaux, ce qui pose quand même un vrai souci.
Alors, Voilà, donc on a toujours l'impression de courir derrière, quoi. Il y en a toujours plus et il va y en avoir de plus en plus. absolument. Et on aura le sentiment de courir de plus en plus derrière. C'est un peu le souci. Alors, à quoi on les utilise? Ça, c'est une étude que vous pourrez retrouver, une étude PwC, donc PricewaterhouseCoopers, j'ai du mal, c'est en anglais, qui est mondiale sur l'industrie de partout dans le monde. Et en gros, 81% des efforts sont faits pour la compréhension des besoins de ses clients, 72% sur le contrôle de la productivité des opérations, 69% qualité des produits, processus, etc. etc., etc. Je ne m'étends pas là-dessus, de toute façon vous les aurez, ce n'est pas le propos. Néanmoins, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau mondial toujours, la majorité des entreprises industrielles n'a pas encore atteint la maturité. C'est-à-dire qu'on est au milieu du gué. Donc si vous avez l'impression d'être en retard ou d'être un peu dépassé par ça, ne vous inquiétez pas, les autres aussi. C'est peut-être la possibilité de prendre un avantage concurrentiel parce qu'on est un petit peu au milieu du gué au niveau mondial dans l'industrie là-dessus. Je n'ai pas de chiffres spécifiques sur l'agroalimentaire là-dessus. Par contre, plus de la moitié des entreprises industrielles et des dirigeants sont conscients qu'il va falloir qu'ils fassent un effort. Et on peut se dire aussi qu'on est à peu près à égalité dans toutes les parties du monde, dans cette prise de conscience et dans les efforts qui sont à faire. En sachant que peut-être un petit warning quand même, la partie Asie, quand on fait la moyenne, est effectivement en avance, mais en sachant que dans les deux autres parties, que ce soit Amérique, Nord et Sud, ou Europe et Afrique, il y a effectivement un barycentre qui est très au nord et une partie sud qui pondère largement cette partie-là. Donc a priori, on doit être à peu près aligné sur l'Asie dans les zones dans lesquelles on est. Je passe aussi. Quand on parle de digital, on parle aussi de transformation digitale. Je vous ai mis cette étude, elle est, très rapidement, je ne vais pas vous commenter l'intégralité de cette vision de la transformation digitale selon le MIT. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne prennent pas que les initiatives digitales. Ce n'est pas parce qu'on fait des projets avec des tablettes, parce qu'on fait des projets avec la data qu'on fait du digital. Dans les grands piliers de la transformation digitale, au-delà du fait qu'on a développé ses capacités, on parle d'expérience client, de processus opérationnel et de business model. Voilà les trois trucs qui vont être fortement impactés par cette révolution digitale. Et si on fait un tout petit zoom dessus, on se rend compte que finalement, là-dedans, il y a beaucoup de data. Expérience client, la manière dont on va faire vivre des expériences d'achat à nos clients, c'est lié à la compréhension. Donc là, on va avoir besoin d'aspirer un maximum de données sur nos clients pour mieux les comprendre et plus lancer des innovations, un petit peu comme on a patte à la pêche, en lançant on ne sait pas quoi pour on ne sait pas qui, en espérant que les bons poissons viennent. Si on prend les processus opérationnels, effectivement, on va avoir beaucoup de données à travailler pour les optimiser, pour aussi assurer une meilleure traçabilité, etc. Et c'est ce qui nous permettra, in fine, de transformer nos business models. Aujourd'hui, vous produisez, vous passez par de la distribution massivement, qu'elle soit spécialisée ou grande distribution, et ensuite, vous n'avez plus franchement la main. Peut-être que demain, les business models vont changer, on le verra un petit peu tout à l'heure, à la faveur de nouveaux acteurs, notamment dans le retail. Donc en bref, pour cette introduction, c'est pas moi qui le dis, c'est un des grands consultants, voire des partenaires du Gartner. La data aujourd'hui, c'est un petit peu comme le pétrole hier, c'est vraiment ce qui va permettre de transformer vos industries dans ce 21e siècle. Donc on a raison de parler de révolution numérique. Il y a peut-être des entreprises qui, si elles elles montent pas dans le train, vous venez de dire qu'il n'était jamais trop tard pour monter dedans, Non. mais parce que beaucoup sont encore en retard, mais il vaut mieux y aller quand même. Il serait dommage de ne pas y aller, surtout que les données, vous en avez, il suffit de les sortir du réfrigérateur. C'est-à-dire que si vous avez plein de data et que vous n'en faites rien, c'est un coût. C'est comme quand vous avez du surstock. C'est pareil. Vous avez plein de data, ça mobilise les serveurs, etc. Si vous n'en faites rien, c'est un coût. Donc sortez-les du réfrigérateur, rendez-les vivantes, faites-en des informations, parce que les données en tant que telles, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on en fait qui a de la valeur. Mais voilà, c'est un conseil. Et l'entreprise d'autrefois fonctionnait beaucoup en silo, avec des entreprises dans lesquelles il y a beaucoup de procédures, mais on n'avait pas forcément de vue d'ensemble. Et les data permettent ça, en fait. Oui. Alors ça, c'est pas tout à fait raccord avec ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave. On Oui. en parle un peu plus tard, c'est pas grave. D'accord, oui, ça marche. Juste pour se dire que dans les freins qu'il y Oui, avait, toujours dans les freins. oui, Oui, on est d'accord. toujours dans les freins. On est toujours dans les freins. Il y a C'est beaucoup pas de grave, freins. Ouais. Comme on l'a dit, c'est un peu au débeauté, donc on a peut-être des petits problèmes de liaison, même si on est à côté. Ça vous a pas échappé, tout accélère. Un petit exemple, industrie du calcul, on va dire, ou de l'informatique plus tard.
Il existait déjà des calculateurs automatisés avant Jésus-Christ. Je vous passe rapidement l'histoire. Premier gros ordinateur 1945, le Mac que vous connaissez en 84, le premier smartphone en 2007, en 2003 les Google Glass qui ont fait une petite apparition, qui ont disparu, qu'on verra peut-être revenir. Tout ça avec à chaque fois de l'augmentation de la puissance de ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais dans un avenir proche, tout ça c'est dans une lentille. Ce rythme-là, c'est pas prêt de s'arrêter et ça va contaminer tous les secteurs industriels. Quand je dis ça va encore s'accélérer, je vous donne juste un indicateur. En termes de machines, on a inventé l'informatique quantique. Les premiers ordinateurs viennent de sortir. Un ordinateur quantique calcule en 1 seconde ce que ce feignant là devant moi calculerait en 10 000 ans. Quand on voit ce qu'on a été capable de faire avec ces choses-là jusqu'à présent, on imagine ce qu'on peut faire quand on a ce facteur-là d'accélération. Ça veut dire qu'on est à l'aube de quelque chose d'exponentiel et effectivement une vraie révolution. Et quand on regarde justement les tendances technologiques, celles du Business Consulting Group, ben on se rend compte que tout est data. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de traitement de la data, ce qu'on peut en faire, etc. Quand on parle de cybersécurité, on parle de protéger ces datas, mais on parle aussi des gens qui vont les attaquer. Alors on verra qu'il faut être un minimum parano, si vous voulez avoir le bon degré de paranoïa. Regardez la série Mr. Robot qui vous permet de voir toutes les techniques qui peuvent attaquer votre entreprise. Néanmoins, justement, si on peut être attaqué, ben, c'est que ça a de la valeur. Donc développer cette valeur, le risque d'être attaqué est moins grand que celui de ne pas créer de la valeur autour de ces datas. Oui, parce que souvent la peur, c'est tout ce qui est lié à la cybersécurité, Voilà. de protéger ses recettes, de protéger son patrimoine numérique. Exactement. Mais il vaut mieux y aller que de ne pas y aller. Ah bah, ne pas y aller, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'on risque effectivement de... La vie est un risque, mais risquer de ne pas vivre, c'est passer à côté de pas mal de choses. Là, c'est un petit peu la même chose. Je vous parle de Solomo, c'est social, local, mobile, donc c'est toutes les applications qui sont cette chose-là. L'ultra-connexion, on est de plus en plus connecté tout le temps, et la partie connexion, les réseaux vont se développer. La 5G, donc on nous annonce, va permettre d'être 25 fois plus rapide que la 4G, ce qui veut dire du 3D en temps réel, des choses comme ça, des transactions, des capteurs qui peuvent remonter des informations en permanence. Le cloud computing permet, si je parle trop anglais que ça ne parle pas, vous dites, hein, là on est dans le nuage, c'est-à-dire que ce type d'infrastructure vous permet d'avoir des données disponibles tout le temps, alors que quand on est chez soi, ça l'est peut-être moins facile. Robot, vous connaissez. Dans l'industrie, vous en avez pas mal. Dans l'industrie agroalimentaire, vous en avez. Kobo, c'est un robot qui aide l'humain directement. Je ne vais peut-être pas tous les faire comme ça, mais on accepte de plus en plus de choses, des devices, les montres connectées, les bracelets, les chaussures, etc., qui nous permettent là encore de remonter des datas, etc. Les objets communiquent. Bref, tout communique. Je pense que je suis long. Hein. C'est bon. Faut maîtriser quand même sur le timing. Bon. Donc ça, je vais aller vite. Et donc, je disais, l'entreprise d'autrefois travaillait en silo et donc avec beaucoup de process. Et donc, on n'avait pas de vue d'ensemble alors. Exactement. Et les silos, vous voyez ce que c'est, hein, vous en utilisez pour le stockage. Cette organisation en tuyau d'orgue, elle a un vrai souci, c'est qu'effectivement, on a des données, on a des systèmes d'information, mais qui ne se parlent pas beaucoup. Le système d'information marketing et le commercial, parfois, ils sont en silo tous les deux, alors qu'ils ont un peu à se parler. Et le problème, quand on a ce type d'organisation à la fois pyramidale et en silo, c'est que l'information doit partir du bas dans un tuyau pour remonter jusqu'à la tête et redescendre éventuellement dans le prochain tuyau, et on perd du temps. Or du temps, vous l'avez vu, on n'en a pas. Vous êtes tous tout le temps au taquet dans vos métiers, hein, vous êtes à fond tout le temps, vous ne pouvez pas faire plus vite, donc il va falloir faire différemment. Et différemment, ça veut dire effectivement gommer ces frontières entre les services, à la fois de manière organisationnelle et de manière informatique, pour qu'effectivement les datas circulent beaucoup plus vite et qu'on soit capable finalement d'avoir une agilité beaucoup plus grande et beaucoup plus forte pour faire face à un monde. C'est pas que le monde a changé, comme on le dit parfois, par rapport à avant, c'était mieux avant, etc. C'est qu'il change. Il change de manière permanente, il va changer de manière permanente et de plus en plus vite. Donc si on ne veut pas souffrir et toujours courir après, il faut parfois se réorganiser de manière différente. Alors je vous encourage, et je ne vous fais pas la théorie de Frédéric Laloux d'ailleurs, qui a un livre qui s'appelle Changing Organization, mais qui a été traduit, je ne savais pas comment il avait été traduit, donc je vous l'ai mis en anglais. Il dit aussi 4 types de structures. Les structures traditionnelles qu'il définit en rouge, qui sont des structures pyramidales, qui sont très efficaces.
dans un monde qui ne change pas. Parce que vous avez des process qu'on exécute très facilement. Le problème, c'est que si on part de ce principe-là, dès que le monde change autour de nous, on n'est pas trop capable de réagir parce qu'on devient facilement expert dans l'exécution du process. Et se réorganiser, c'est compliqué pour nous quand on est super processisé. Et puis ensuite, de plus on va vers la droite, plus on est sur des systèmes où on est sur la conscience et la confiance et l'engagement et le résultat, mais de manière beaucoup plus malléable en travaillant notamment en réseau. Pour aller rapidement là-dessus, je vous conseille une autre lecture qui, celle-là, est disponible, gratuite, malheureusement, je crois, aussi en anglais, mais peut-être que des gens ont fait des traductions. C'est La culture de Netflix. Netflix, c'est une start-up pour certains, mais c'est une start-up qui a de l'âge puisqu'elle est née en 95 et au début, c'était un métier complètement traditionnel. Ils louaient les vidéos que vous aviez au coin de la rue, que vous louiez le vendredi soir en même temps que la pizza pour voir les films que vous n'aviez pas vus. Et ces gens-là, ils ont pivoté 4 fois de modèle. Ils ont fait de la VPC de vidéos, puis finalement, ils ont fait une plateforme un peu comme Canal+, celle qu'on connaît aujourd'hui, et maintenant, ils sont dans la production pure de contenu. Ces gens-là disent qu'ils ont pu s'adapter à leur marché pour une chose, c'est qu'ils ont, dans la zone de chaos qui arrive quand on va trop vite et qu'on ne sait plus faire face à sa croissance, ils ont su ne pas répondre comme tout le monde, ils ont su répondre en disant on ne va pas surdévelopper les process, on va investir dans les compétences humaines avec des gens qui sont capables de s'adapter et de prendre des responsabilités. Et ça, c'est quelque chose qui doit faire écho un petit peu à ce monde dans lequel on vit et dans lequel on vivra. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir pivoter beaucoup plus, on en parlera tout à l'heure avec les compétences. On est dans un monde où finalement l'expérience a de la valeur, mais moins qu'avant. Avant, quand vous aviez 20 ans d'expérience, vous étiez expert d'un métier, ce métier n'allait pas changer, et du coup vous pouviez capitaliser là-dessus, c'était votre valeur. Et puis il y avait 20% d'expérimentation pour aller chercher des nouveaux horizons. Aujourd'hui, cette proportion de Pareto s'inverse, et on est plutôt dans 80% d'expérimentation, de capacité à décrypter, à défricher, à tester des choses dans ce nouveau monde, et 20% d'expérience, parce que ça fera toujours la différence, comme disait Nutella à un moment donné, mais il y a besoin de l'expérience, mais moins. Regardez dans le rétroviseur, c'est bien. Regardez avec les phares devant, c'est mieux. On va aller vers des entreprises qui vont être plus ouvertes, plus dans le partage, et on voit déjà apparaître beaucoup la co-création, le collaboratif, la co-innovation, la coopétition. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ça, en fait? Oui. Alors, parce qu'on les sent émerger aussi comme des tendances sociétales dans les jeunes générations. On est moins dans la compétition, on est plus dans la collaboration. Exactement. Donc, la co-création. C'est vrai que jusqu'à présent, dans les entreprises traditionnelles, l'innovation, c'était un service recherche et développement, si possible au fond d'un couloir, derrière une porte blindée, et des gens qu'on croisait pas trop, pour garder la culture du secret. J'ai ça, ça a de la valeur, je le garde pour moi, et surtout, j'en parle à personne. Et du coup, on innovait chez soi, et vraiment en interne, derrière la muraille de l'entreprise, et entre experts. Ce qui change aujourd'hui, c'est que finalement, ça va tellement vite qu'on n'a pas toujours la capacité en interne, pas suffisamment de grandes oreilles pour écouter son marché, la techno et tout ça en même temps. Et que la plupart du temps, déjà pour commencer, on va peut-être aller inviter des gens qui ne sont pas experts, mais qui sont employés dans la société, qui connaissent quand même le métier, et puis peut-être ses clients, et puis peut-être des fournisseurs, etc., pour réfléchir un peu plus large. Et puis on va même peut-être aller un peu au-delà, c'est-à-dire que de temps en temps, pour adresser un marché qui s'élargit et qui est de toute façon pour beaucoup d'entre vous désormais mondial, aller y compris chercher des concurrents pour collaborer. Et là, vous allez me dire, mais ça y est, il a pété les plombs, garçon. C'est pas possible, c'est bien sur le papier, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Eh ben si. Ça existe notamment dans des gens qui sont pourtant pas tendres en termes d'industrie. Vous regardez l'industrie automobile. Si vous faites la différence, hormis la calandre, entre le Fiat Ulysse, le C8 et le Peugeot 807, vous êtes très fort parce que ce sont les mêmes. Et pourtant, Fiat et Peugeot sont vraiment des concurrents frontaux sur toute leur gamme de véhicules, sauf sur les utilitaires et sur les monospaces. Pris isolément, chacun ne sait pas faire un monospace, c'est trop coûteux en termes de recherche et développement pour l'élaborer. Ce serait vraiment un four s'il le faisait. Ne pas avoir de monospace dans sa gamme, c'est se faire attaquer facilement. Co-construire ensemble, technologiquement, cet outil-là, ça leur a permis d'être présents sur ce secteur-là. Et pourtant, ils ne se font pas de cadeaux, ce n'est pas le même groupe, ce n'est pas la même chose. Mais ils coopèrent, et ils coopèrent depuis un moment déjà, parce que ça doit être le troisième modèle qu'ils font ensemble, rien que sur cette gamme de segments. Donc c'est des choses qui peuvent changer un petit peu, et on appelle ça la coopétition, travailler avec un concurrent.
Et donc, on voit émerger ces nouvelles tendances sociétales de partage, de collaboration, de co-création, de co-créativité. Exactement, celle-là et d'autres. Alors là, c'est pareil, hein, comme on l'a dit, le temps a été court pour la préparation, mais je me suis au départ plutôt contenté de reproduire les tendances sociétales du Boston Consulting Group pour cette année. Alors effectivement, on a des choses qui sont l'affinité aux marques qui est pas démentie. Je passe dessus parce que ça n'a pas beaucoup à voir avec le sujet du jour. On a quelque chose qui vous parlera peut-être pas parce que c'est en anglais et puis parce qu'on en entend moins parler qu'à un moment, qui est le Quantified Self, qui consiste juste à accepter de donner des données privées à mon réseau. Je monte sur la balance et mince, j'ai encore pris 500 grammes. Si je vous ai dit que je les avais perdus, vous ne m'auriez pas cru de toute façon. Mais non seulement je vais le savoir pour moi, mais tout mon réseau va le savoir. Si je vais courir 5 km, j'ai dépensé tant de calories, tout mon réseau va le savoir. Alors on sait, ouais, ok, ça sert à rien, qu'est-ce que ça peut bien me faire, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette chose-là. Cette tendance sociétale, elle est intéressante pour une chose, c'est qu'effectivement, j'accepte de donner des données très privées à des gens avec qui je suis en réseau, dans une sphère personnelle, qui est normalement un peu plus une sphère intime, quelque chose que je ne devrais pas déployer. Ça veut dire que demain, dans un acte de consommation, dans un acte professionnel, y compris en interne, je vais accepter de repousser cette barrière de donner des données personnelles. Peut-être que demain, ma montre me dira que le gâteau que je mange, il est trop riche parce que franchement, j'étais pas bien après. Peut-être que demain, il vous permettra de travailler sur la personnalisation de l'élaboration de certains de vos produits, etc. Après, c'est des tendances plutôt la société vieillissante qui pose effectivement d'autres problèmes, mais qui est une vraie habitude, une vraie tendance de consommation. La recomposition des familles, donc là on est un peu plus marketing, etc. La mobilité urbaine, et puis cette partie compression du temps qu'on voit dans la sphère privée, qu'on voit dans la sphère professionnelle aussi. Et j'y viens parce que c'est les temps personnels et professionnels qui se mélangent. Qui se mélangent aussi. Le blurring, comme on dit. Ouais, ça effectivement. C'est flouté, quoi. C'est devenu flouté. Exactement, mais ça pose des vrais soucis sur l'organisation du travail parce que du coup, on n'est plus sur le temps de travail, on est sur le delivery, ce que je suis capable de produire. Si je reste sur le temps de travail avec du travail à distance, les cartes sont faussées et je n'ai pas les outils pour travailler bien. Donc ça pose effectivement des soucis. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est ces deux notions finales, et c'est celles sur lesquelles effectivement je voulais insister. Il y a la personnalisation. Je ne cherche plus un produit qui est fait pour tout le monde. S'il est fait pour tout le monde, il est fait pour personne. Je cherche un produit qui est fait pour moi, consommateur. Et ça, c'est compliqué. Mais là encore, si je prends un exemple d'une autre industrie, avec quelqu'un qui l'a marqué de manière célèbre, Henry Ford disait, ils pourront choisir la couleur de la voiture à partir du moment où elle est noire. Et aujourd'hui, vous avez la DS3 où vous choisissez la couleur des jantes, du toit, du machin, de l'intérieur, du machin. Vous construisez votre voiture comme si c'était un Lego. Et on est dans ce degré de personnalisation sur de l'industrie lourde. Alors vous allez peut-être me dire que c'est compliqué, effectivement, de construire des biscuits, des recettes personnalisées. Je construis ma salade. Pourquoi pas. En tout cas, ça vaut le coup de réfléchir. Le comment, ça vous appartient, c'est vous les experts. En tout cas, ça, c'est une tendance de fond qui est super forte. Et l'autre chose qui est très forte et qui fait un peu écho à l'affinité aux marques de manière négative, c'est qu'effectivement, on fait plus confiance aujourd'hui à la recommandation sociale que finalement à la marque elle-même ou à l'organisme tiers de confiance qui mettrait un tampon pour certifier le fait que les produits sont bio, intéressants, sans gluten, etc. Si par contre vous avez plein de pouces levés qui recommandent votre produit, c'est beaucoup plus intéressant. Les avis des autres consommateurs intéressent. Exactement. Enfin, vous on ne le voit bien plus un partout, hôtel ouais. sans faire TripAdvisor, c'est pas possible. Complètement, ouais, un restaurant pareil. Et à contrario, quand vous allez à l'hôtel, mettez une notification sur TripAdvisor, parce que quand vous en mettez plusieurs, vous allez à l'hôtel ensuite, et vous êtes toujours surclassé. Vous verrez, quand vous faites souvent des recommandations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sur TripAdvisor, que vous construisez une audience, curieusement, vous avez toujours la chambre du dessus. Ça marche très très bien. C'est le petit tips du jour, vous aurez au moins appris ça. Et ça influe sur le client. Mais j'ai mis client, ça pourrait être client, candidat, collaborateur. Les 3 C marchent. Le client, il est devenu VIP. VIP, alors, avec un V comme volatile, avec un I comme informé, avec un P comme partageur, et avec un S comme star. Si on fait un petit focus sur chacun de ces attributs du nouveau client, Zapper, effectivement, la minute d'attention, elle est chère chez un consommateur. C'est super dur de le retenir très longtemps.
et d'avoir son attention et son écoute. Néanmoins, il faut essayer de le capter. La partie impatience, juste un exemple, on n'accepte pas qu'une page sur un mobile s'affiche en plus de 5 secondes. Ça vous donne une idée du degré de patience, notamment pour ceux qui ont connu les modems qui faisaient petit là. Enfin, nous, on a été patients. D'ailleurs, ça vous énerve, là, le truc qui tourne. Vous dites, ça va s'afficher son truc ou non, ça ne s'affichera pas, ça tourne comme ça en boucle. Et puis, la partie omnicanal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est super mobile, il est de partout, et il faut un peu comme le Pac-Man, il faut essayer de le capter. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est pas multicanal, là encore, c'est pas des silos pour l'attraper. Il faut que l'histoire soit racontée partout, et que si je le capte à un moment donné sur son mobile, mais qu'après il est sur son ordinateur de bureau, il puisse reprendre l'histoire là où il a laissé, et finalement finir de commander sur son PC à la maison sans avoir à nous raconter toute l'histoire. Donc ça, c'est une des caractéristiques du consommateur. Ensuite, il est un peu informé, c'est-à-dire que souvent il en sait autant que moi sur mon produit. Alors dans l'agro, c'est peut-être encore un petit peu différent, mais vous allez dans un magasin, vous allez à la Fnac par exemple, si vous êtes un peu renseigné sur le PC que vous voulez acheter, ça ne sert à rien que le vendeur vous dise qu'il a la RAM, le machin, le truc. Vous le savez déjà. Ce que vous cherchez, c'est plus un cas d'usage, de la valeur ajoutée, de la valeur humaine ajoutée dans votre acte d'achat, ou autre chose, mais plutôt du registre de l'expérience client. Ensuite, il est partageur de deux manières. Il est partageur parce qu'il est bavard. Et il vous dit, il est content, il le dit, rarement. Il n'est pas content, il le dit beaucoup et fort grâce aux réseaux sociaux. Et puis il est bavard d'une autre manière, c'est-à-dire qu'à travers ses parcours sur le web, il vous laisse plein de données, les fameux cookies, etc., qui sont des données à exploiter. Donc il laisse des traces, on peut le suivre à la trace. Il est partageur d'une autre manière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un rapport à la propriété qui est effectivement complètement différent. On accepte de partager sa voiture avec Blablacar, sa maison avec Airbnb, etc. Bon, partager ses biscuits, c'est plus compliqué. Moi, j'ai beaucoup de mal, mais ce sera avec plaisir. Et enfin, c'est une star, ce nouveau consommateur. Et effectivement, c'est génial, cette photo, ouais. Elle est intéressante. On en fera une tout à l'heure pareil. C'est une star et effectivement, il a besoin de se sentir unique. Et c'est là où il y a vraiment ce switch entre la culture du produit. Le produit était star, là c'est le client qui devient star. Et cette révolution quasi copernicienne, elle est intéressante parce que là je vous ai ressorti le vieux Kotler et Dubois, pour que ceux qui ont fait du marketing connaissent, le produit, prix, place, promotion, qui nous a alimenté pendant un bon moment. C'est en train de rechanger. Quand vous ne mettez pas le produit au centre, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez le consommateur. Ce consommateur, il cherche quelque chose, il cherche une solution, c'est-à-dire quelque chose qui me soit adapté à moi, qui me colle à la peau, pas du prêt-à-porter, vraiment du sur-mesure. Ce qui veut dire que derrière, ce que je recherche, ce n'est pas de la communication descendante pour me dire obéis, achète, ou tiens, il y a une promotion, profites-en. Je recherche un dialogue, une information qu'on cherche à me connaître pour me proposer des choses adaptées. Et du coup, j'ai besoin de commodité, j'ai besoin d'y accéder le plus facilement possible par le meilleur canal. Peut-être que c'est en grande distribution, mais aujourd'hui, des canaux, il y en a plein. Si vous êtes à Paris, vous avez Amazon Fresh, il vous livre en 30 minutes. Vous êtes dans la tour, vous descendez, vous allez à l'épicerie du coin, vous cherchez votre paquet de gâteaux, vous remontez, ils ont déjà livré. Vous avez peut-être mis plus de temps à vous déplacer. C'est un truc qui change vraiment la donne dans la manière de fonctionner. Et puis du coup, le coût, c'est une notion qui est relative à la valeur que la solution que vous me proposez va avoir. C'est-à-dire que potentiellement, deux solutions pour un même problème peuvent ne pas être au même prix en fonction du produit, du bénéfice que j'en tire, moi, consommateur. Il y avait cette tentative de yield management sur les distributeurs de boissons. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça avec Coca, qui s'est dit, c'est quand même pénible. On a un taux de remplissage aléatoire des machines. Quand il fait chaud, au bout de 2 heures, elle est vide. Quand il fait froid, ça reste 3 semaines sans avoir besoin d'être rempli. Donc si on augmentait le prix quand il fait chaud, et qu'on le diminuait quand il fait froid, on pourrait peut-être les remplir à intervalles réguliers. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais néanmoins, c'était une tentative de se dire on peut peut-être faire quelque chose d'un petit peu différent. On verra tout à l'heure avec Gilles Bizet comment parfois on peut combiner certaines datas avec la météo, notamment dans l'agroalimentaire. On ne se nourrit pas forcément de la même façon quand il fait chaud, quand il fait froid. Désolé Gilles. Et puis autour de tout ça, le truc le plus important, c'est qu'est-ce que vous faites vraiment vivre comme expérience à votre client. Comment à un moment donné, vous avez le petit coup de Monsieur Plus qui fait qu'il se passe un truc chez vous que les autres n'ont pas. Et ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme quelqu'un d'autre aurait peut-être dit. Mais il faut la chercher, la poudre de perlimpinpin, et en mettre de partout autour de votre consommateur parce qu'il aime ça. C'était le cas d'Elivero qui a permis, voilà, j'ai envie de manger
Là, ça me prend de manger chinois, de manger japonais, de manger. Ouais. Je me fais livrer du restaurant du coin très rapidement. Exactement. C'est un petit peu cette. Donc là, c'est aussi les changements de business model que ça peut mettre en place. Ah ben clairement, ça change beaucoup parce que le resto du coin, pour certains, ça a été une vraie augmentation de Chiffre d'affaires chiffre multiplié d'affaires par 2, ouais. immédiatement. Alors après, le mec qui pédale, lui, faut pas dire qu'il se. Soit très bien payé. Oui, c'est ouais. pas super bien payé, mais bon, au moins il a des mollets d'acier. Il n'est pas dans une salle de gym, il est payé pour le faire, quoi. Donc ça peut être amusant. Mais effectivement, il y a plein de choses un petit peu différentes là-dessus. On avait parlé tout à l'heure des peurs en lien avec la cybersécurité, donc c'était vraiment, voilà, on serait parano finalement si on ne faisait rien. Alors, ouais, je pense qu'il faut l'être un peu parano quand même. On a des données, ça a de la valeur, faut les protéger. Et se mettre dans la peau du parano pour les protéger, pourquoi pas. Après, prendre ce prétexte pour ne rien faire, c'est un vrai souci. Et d'ailleurs, dans l'organisation des systèmes d'information et des entreprises, souvent on dit au DSI, ton objectif, c'est qu'il y ait zéro intrusion, zéro perte de données, zéro de machin. Et la plupart du temps, quand on fait ça, à chaque fois qu'on demande quelque chose à la DSI, il dit c'est pas possible. Et du coup, vous avez une DSI qui n'est pas un partenaire pour vous aider à prendre des parts dans votre business, mais qui vous dit non, veto, c'est pas possible pour cause de sécurité. Alors mon conseil, c'est d'inclure quelqu'un de la DSI dans vos équipes projet pour qu'ils vous disent comment c'est possible de minimiser le risque. Mais si vous avez une idée de projet, faites-le en sécurisant le projet, mais n'acceptez pas le veto, parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont prendre le positionnement et qui vont le faire, le projet. Si on regarde là, cette étude, qui est assez intéressante, justement, je m'approche un peu, parce que c'est écrit en tout petit, là, du coup, sur les principales peurs liées à la sécurité des données, toujours dans la même étude que je vous conseille, qui s'appelle Industrie 4.0 par PricewaterhouseCoopers, au niveau mondial. La première des craintes, c'est la mise hors condition opérationnelle due à une faille de cybersécurité. C'est-à-dire quelqu'un qui rentrerait dans votre système, qui vous coupe les machines, qui font que vous ne pouvez plus produire ou que vous ne pouvez plus facturer ou vous ne pouvez plus rien faire. Ça, effectivement, c'est une grande crainte. Et elle est justifiée, mais quand vous regardez, ça n'arrive pas très souvent. Il y a eu une tentative avec les ransomware il n'y a pas très longtemps. Mais bon, c'est pas très souvent. Perte de fiabilité et perte de données, c'est un vrai risque, mais la plupart du temps, le risque, c'est l'interface que vous avez entre l'écran et le dossier de la chaise. C'est-à-dire que là-dessus, c'est plutôt la formation de vos employés qui est importante. L'extraction ou la modification non autorisée de données dans les process internes, là aussi, interface écran-dossier, important. Et puis les dommages en termes de réputation et de perte de confiance dus à la perte de données, notamment la perte de données de vos clients, etc. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. La perte de propriété intellectuelle, elle intervient, mais effectivement, aujourd'hui, il y a même certaines entreprises qui ont décidé de ne plus en faire un enjeu de la propriété intellectuelle. Et pourtant, des entreprises très techno. Une entreprise comme Tesla met ses brevets en open source. Et dit, vous voulez faire une Tesla mobile comme on fait, les belles voitures qui vont vite électriques? Les brevets sont publiés. Vous pouvez aller les regarder. Par contre, le pari qu'ils font en faisant ça, c'est qu'ils disent, si je le publie, les gens qui vont voir ça, ils vont se dire, waouh, j'ai envie de bosser sur cette techno-là. Et du coup, ça devient un argument de recrutement chez eux. Alors ok, c'est dans la tech, etc. Mais néanmoins, en interne, ils se disent aussi, c'est un super moyen de booster tous mes ingénieurs. Parce que la techno qu'on a publiée, c'est la techno d'aujourd'hui, donc d'avant. Ça fait 5 ans qu'on y planche. Donc là, l'aboutissement, c'est le truc, ils vont mettre 5 ans à y aller. Si je le publie, comment je vise les 5 ans d'après? C'est quelque chose d'assez intéressant dans la culture. On va peut-être s'arrêter là parce qu'à un moment donné, on va passer la parole à la salle. Et puis en Bretagne, il y a un pôle d'excellence cyber donc qui est en train de réfléchir aussi à toute la formation des gens qui travaillent dans la cybersécurité. Donc on va avoir de plus en plus soit d'ingénieurs, soit de techniciens qui vont être formés à ça. Je voudrais voir comment certaines entreprises se sont transformées avec le digital. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Lorsqu'on préparait cet entretien, vous parliez de General Electric, UPS, Michelin. Est-ce qu'on peut voir comment des vieilles entreprises ont réussi à prendre ce virage sur le digital? Ok, donc il faut que j'accélère. Oui, tout à fait. Je suis désolé, je suis bavard. Ouais. Donc je vous passe les problèmes de compétences. On en a vaguement parlé tout à l'heure. Hop. J'insiste juste là-dessus parce que ça fait un tout petit lien. Mais c'est peut-être le seul truc important sur les compétences. Apprendre à désapprendre, ne plus rester dans une posture d'expert et se remettre en question en permanence parce que dans un marché qui change, il faut pouvoir changer très vite.
sur la nécessité de se transformer pour éviter l'effet BlackBerry. Vous avez tous connu BlackBerry? Il y en a encore qui en ont? Donc je ne fasse pas de bêtises, on ne sait jamais. Ah merde, il y en a un. Désolé pour vous. Non, BlackBerry, pour la petite blague, c'est quand même un cas super intéressant. Quand le premier iPhone est sorti, ils se sont dit on risque rien. iPhone, c'est pas pour les professionnels. Nous, on est basé que sur les professionnels. En 2 ans, ils ont perdu la moitié de leur capitalisation boursière. Donc c'est pour se dire qu'on peut les claques, ça peut aller très très vite. Je vous mets, en même temps que je vous parle de BlackBerry, je vous mets une image de Mercedes. Mercedes, le patron de Mercedes dit si on n'a pas envie de devenir le Foxconn d'Apple, il va falloir qu'on se bouge. Vous connaissez Foxconn? Ouais, il y en a qui connaissent. Normalement, pas grand monde connaît. C'est des gens qui font les iPhones, qui font les Samsung, qui font quasiment tout ça, mais c'était des sous-traitants. Personne ne les connaît. Là, ils vont mettre une marque disponible, mais ce n'est pas le sujet. Quelqu'un comme Mercedes, plutôt bien positionné sur son marché des voitures, se dit il va falloir qu'on se bouge. Les Google Cars, les Apple Cars, et tout ça, ces gens-là ne raisonnent pas comme nous et ils vont nous consulter. On fera des voitures, mais on se concentrera de faire le montage. La valeur ajoutée, elle sera ailleurs. Donc bougeons-nous, changeons notre modèle. Une vieille dame, 1878, General Electric. Tout le monde sait, ils ont fait des ampoules, des choses comme ça. Et General Electric, ce qui est intéressant, c'est que leur plan de transformation, alors c'est une grosse entreprise, ils sont 307 000. Donc on va dire, ouais, c'est une grande entreprise, ils ont des moyens. Faire de la conduite du changement dans une très grande entreprise, c'est beaucoup plus compliqué que dans une PME. Parce qu'il y a l'entropie, il y a le poids du mouvement, c'est un paquebot qui doit... le poids des habitudes déplacées, c'est monstrueux. Ils ont décidé, en 2020, d'être dans les 10 premiers éditeurs mondiaux de software. C'est-à-dire qu'ils vont changer. Ils sont industriels purs, ils veulent créer, ils veulent être éditeurs. Et je vais essayer de vous raconter vraiment en 3 secondes et demie comment ils font. Donc là, c'est le plan. Ils ont commencé avec 70 personnes. Aujourd'hui, ils ont 28 000 personnes sur les 307 000 qui sont des ingénieurs informaticiens pour mettre en place leur projet. Et ils espèrent conquérir 1000 partenaires à peu près d'ici 2020 pour enrichir leur écosystème autour de cette plateforme. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils avaient des besoins, etc., que la donnée montait en termes de valeur, y compris dans l'industrie lourde. Et ils se sont dit, mais toutes ces données, elles ne valent que quand on sait les croiser, qu'on évite les silos, déjà en interne, mais aussi avec des données des partenaires. Et donc, ils ont lancé un programme qui s'appelle Predix, qui est une espèce de plateforme dans laquelle ils vont pouvoir effectivement augmenter leur propre productivité pour leurs besoins, en essayant de comprendre comment ça fonctionne, en faisant des digital twins qui sont, je suis désolé, c'est anglais, mais en gros, c'est le jumeau digital d'une turbine, par exemple, à vent. On modélise comment elle fonctionne, et on compare si les données du réel sont comparables aux données réelles. Ce que vous faites potentiellement en R&D sur certaines choses, c'est le même principe. Là, c'est à grande échelle. Ils le font pour avoir un socle sur les clients, savoir comment ils fonctionnent, quels sont leurs besoins, l'évolution de leurs besoins. Et ensuite, ils le font pour leurs partenaires, les fameux 1000 partenaires qu'ils veulent conquérir, pour leur proposer, une fois qu'ils ont développé ça, d'avoir la plateforme comme l'a fait Apple et de pouvoir développer sur cette plateforme leurs propres applications. Autre vieille dame, Rolls-Royce, grâce à la donnée, alors pas Rolls-Royce les voitures, c'était plus joli comme ça, mais les moteurs d'avion. Grâce à la data, ils ont changé complètement de business model. Ils ne vendent plus de moteurs. Ils les louent à l'usage. Ils font comme les photocopieurs. Airbus met un moteur Rolls-Royce. Bah, du coup, il ne sait pas combien ça va lui coûter. Ça dépendra de combien de fois l'avion décolle et se pose. Pourquoi ils arrivent à imposer ce changement de modèle? Parce que grâce aux données qui remontent, ils sont capables de faire de la maintenance prédictive, etc. et d'être sûrs d'augmenter leur fiabilité, etc. Vous allez dire, ouais, ok, c'est Rolls-Royce. Michelin. Les pneus, c'est bête un pneu. Michelin, pareil, ils ont créé des capteurs, les pneus sont connectés. Pour vous être professionnel du transport, on vous loue un coût au kilomètre, comme pour les photocopieurs. Plus fort encore, on sait vous mettre des capteurs sur des pneus concurrents pour savoir quand on sait que vous devez les changer pour optimiser votre coût, etc. Et puis, dernier truc, encore moins intuitif, alors c'est pas encore dans votre domaine, mais il y en a qui le font, moi je ne suis pas expert de l'agro, UPS. Ils avaient des datas, ils se sont dit c'est pas possible, on a plein d'accidents quand les gens tournent à gauche et que c'est pas un tourne à gauche protégé par un feu ou un rond-point. Donc on va interdire à nos GPS de les faire tourner à gauche.
quand c'est pas un passage protégé. Donc ils ont truandé l'algorithme du GPS pour dire si on doit tourner à gauche, on va faire 3 fois tourne à droite, mais on va pas croiser bêtement comme ça dans un angle mort la route. Ça fait sourire. Hein. C'est contre-intuitif. Combien En gros, d'économies? Combien d'économies? Ben ça, c'est assez rigolo. Grâce à ce truc-là, ils ont économisé en la première année 38 millions de litres de gasoil, 20 000 tonnes de CO2, 45 millions de kilomètres et 350 000 colis de livrés en plus. C'est un truc contre-intuitif. Ils n'auraient pas analysé leurs données, ils n'auraient pas fait ces économies, ils n'auraient pas changé leur... c'est pas leur business model, là. C'est leur production à eux. Mais c'est quelque chose d'assez amusant, c'est pour ça. Maîtrisez vos données, sinon d'autres le feront pour vous, et vous avez déjà leur nom. Les GAFA, les TUNA, aujourd'hui, parce qu'ils maîtrisent les données, sont sur quasiment tous les secteurs. GAFA Tuna, on peut donner Ah oui, mais je pensais qu'on définition. avait reconnu les logos de Google, Oui. Amazon, Facebook et Apple, pardon, pas dans l'ordre, et de Tesla, Uber, Netflix et Airbnb. Et donc, si vous regardez, Amazon est loin d'être le petit libraire en vente ils sont opérateurs d'infrastructure pour l'IT, ils se lancent demain dans le transport aérien. Bref, ils sont omnipotents comme les autres. Et donc, toute cette révolution, comment elle peut impacter l'agroalimentaire? Je crois qu'il y a un secteur qui s'est bien transformé, c'est le secteur du bâtiment, avec le BIM, le Building Information Modeling, qui permet en fait à tous les acteurs de la chaîne de production du bâtiment de donner en fait des informations, de savoir que telle cloison a été posée par telle entreprise, que le sol a été fait par telle autre à telle date, ce qui permet de la maintenance, qui évite des coûts de délai. Enfin, c'est assez intéressant. Quand on en a parlé, effectivement, pour préparer, j'allais dire cette émission, n'importe quoi, cet échange. Ici, on est filmé. Ça m'a fait penser, votre métier m'a fait penser au bâtiment. Vous avez des problématiques de traçabilité, un petit peu comme le bâtiment, de la fourche à la fourchette, on dit. Là, c'est pas tout à fait pareil, mais une multiplicité des acteurs entre ceux qui produisent les matières premières, ceux qui produisent les ingrédients, les gens qui formulent, etc. Il y a une certaine similitude. Le bâtiment, c'est aussi plein de petites sociétés complètement explosées. C'est compliqué de savoir exactement qui intervient dans quoi. Et ce qui est intéressant avec leur plateforme BIM, c'est que finalement, ils ont créé une plateforme qui, de la conception à la livraison, voire à la destruction du bâtiment, c'est-à-dire qu'on prend en compte le cycle complet, on va pouvoir, alors en l'occurrence au départ, empiler des calques, celui de l'architecte, celui de l'électricien, celui du plombier, etc., mais aussi analyser tout ce qui s'est passé, les écarts, pourquoi on a changé quelque chose, et avoir finalement ce référentiel de la traçabilité complète, ce que vous pouvez avoir en interne aujourd'hui, vous, sur un PLM ou ce genre de choses-là. Mais là, c'est sur une entreprise étendue, c'est-à-dire c'est vous, vos partenaires amont, aval, etc. Et c'est ça qui fait, pour moi, la valeur de ce qu'ils sont en train de mettre en place. Je vous rassure, c'est pas mis partout, c'est loin d'être aussi limpide que sur ce slide, mais néanmoins, les bénéfices sont assez nombreux. En termes de disponibilité de données, d'évaluation de la performance des entreprises, etc. On arrive à faire pas mal de choses autour de ça. Donc toute cette révolution, ça peut impacter, on en a déjà parlé, là, les business models, ça change peut-être la vision qu'on peut avoir de son métier. Vous voulez donner quelques exemples? Alors c'est peut-être aussi des grosses entreprises, mais la SNCF et la Poste se sont repositionnés en fait. On peut faire aussi plus petit, hein, mais effectivement, le problème c'est qu'on se met dans des cases. On est dans le pays de la case, la France aime bien les cases. Donc la première chose qu'on vous fait, c'est quand vous croisez quelqu'un, c'est bonjour, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Et quand on dit qu'est-ce que je fais, je donne quasiment mon code NAF en disant je suis industriel de l'agroalimentaire, ou en l'occurrence quand j'étais à la SNCF, je disais je fais du transport ferroviaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la SNCF est en train de se dire on fait du transport tout court. On transporte des gens, on est opérateur de services de transport. Ils font du Blablacar-like, ils font du Uber-like, ils font plein de choses qui ressemblent à du transport d'un point A à un point B, interopérable avec plein d'autres moyens. La Poste, on n'entend plus trop parler de courrier à la Poste. Ils sont plutôt opérateurs de services de proximité. En tout cas, ils essayent de se repositionner comme ça. Mais là, c'est des gros mammouths, c'est compliqué. Pour vous donner un exemple, c'est un exemple qui est plutôt du côté d'Ancenis. Il y a un opérateur qui faisait des pare-chocs de camions en polyéthylène. Enfin, je suis pas sûr de la matière, mais en tout cas en poubelle, là, les trucs. Faites des pare-chocs de camions, puis au bout d'un moment, à force d'être concurrencé par les Chinois, de vous faire presser par les achats,
il y a des gens qui le font mieux que vous, moins cher que vous, et vous n'avez plus de marge. Donc vous finissez à la barre du tribunal de commerce. Et là, vous vous posez la question de quel est mon métier? Est-ce que je suis producteur de pare-chocs de camion ou est-ce que je sais faire autre chose? Et ils ont décidé de redéfinir en disant, tiens, nous, on va pourquoi pas faire du mobilier de jardin en polyéthylène. C'est à la mode, on fait des gros pots de fleurs, des chaises, et ils ont redéfini complètement leur métier. Est-ce que ça a changé fondamentalement leur vie? Pour les gens de la prod, non. Pour les gens du market, c'est plutôt plus sympa. Pour les gens les commerciaux, se faire tordre par la grande distrib spécialité bricolage ou par les acheteurs des camions, c'est pareil. Grosso modo, ils ont juste switché parce qu'ils ont redéfini leur projet. Si demain, l'imprimante 3D fait que la production en polyuréthane est plus intéressante, ils sauront switcher parce qu'ils diront peut-être que notre métier, c'est la conception de mobilier de jardin et d'objets imprimés en 3D. Ce qui est important, c'est de se dire, ne soyez pas enfermé dans la définition de votre métier. Peut-être que demain, votre métier, c'est effectivement d'apporter à manger aux gens de manière large, en intégrant, pourquoi pas, les produits des agriculteurs qui ont une problématique complémentaire, que vous partagez une problématique avec les agriculteurs, qui est de se dire, la distribution nous sert le kiki en permanence. Peut-être si vous intégriez ça en disant, tiens, moi je fais des produits industrialisés, je fais des boîtes de lentilles saucisses, ce serait bien de manger de la verdure avec, tiens, vous livrez en même temps, pourquoi pas, des repas à domicile, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça peut se traduire, mais en tout cas, intégrer et décloisonner la manière dont vous concevez vous-même votre métier, ça peut être une clé pour la manière de travailler demain, et c'est ce que les startups font. Elles partent de vos rigidités, se disent où sont les points de rigidité, comment je peux attaquer ce marché-là en faisant différemment. Est-ce que demain aussi, ce n'est pas des produits, on parlait tout à l'heure de plus de personnalisation, voilà, j'ai une allergie au lactose, au gluten, à ceci, à cela, et un produit rien que pour moi ou pour une population assez réduite? Je n'ai pas de réponse, mais oui, c'est une demande du consommateur. Après, comment on fait dans votre métier, j'en ai aucune idée, mais ça vaut le coup de se creuser le bonnet et de se dire, ouais, il y a un truc à faire, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui mangent de la même manière aujourd'hui. Enfin, c'est compliqué. D'accord. Je vous propose qu'on passe la parole à la salle. Vous avez peut-être envie de réagir ou d'apporter un témoignage par rapport à cette prise de hauteur sur les datas. Est-ce que un micro va circuler? Donc, est-ce que vous avez une question à poser, un témoignage à apporter? Est-ce que vous voulez aller plus loin sur certaines choses? Ou est-ce que c'est des réflexions que vous avez déjà eues? Est-ce que je vous laisse poser peut-être pas la première question. Oui. Alors, je sais bien, c'est l'heure de la digestion, mais peut-être s'il n'y a pas de première question, on va passer à la deuxième question. Bien. La troisième, oui, non, c'est... Non, vous voulez qu'on... J'ai plombé l'ambiance, en fait. Oui. On n'a pas mis trop de mots d'anglais, vous savez, on a essayé de faire de la vulgarisation. Si, il y en a eu, mais bon. Mais est-ce que quelqu'un voudrait réagir ou peut-être a déjà mis en place des choses en lien avec les data ou la digitalisation ou non? On va peut-être passer alors dans ces cas-là sur ce qui se passe un petit peu à l'étranger, en Europe ou. Je crois qu'il y a une question dans le fond. Ah. Attendez, le micro. Vous présentez brièvement, s'il vous plaît. Je ne peux qu'abonder sur tout ce que vous venez de dire. Tous les métiers aujourd'hui se réinventent. Et il faut arriver à faire en sorte de bien l'expliquer, ça. Tous les métiers se réinventent. Et si je prends comme exemple un peu ce qui se passe aux États-Unis, Radio Shack, qui à 25 ou 30 ans était le numéro 1 aux États-Unis de vente de matériel électronique et autres, ils ont fermé la porte. Et des grands magasins comme Sears se cassent la figure, et c'est Amazon qui prend la part de marché qui se casse la figure. Donc j'abonde dans votre sens, dans le sens qu'aujourd'hui, tous les métiers doivent se réinventer, notamment dans ce que vous avez expliqué. Donc, malheureusement, il faudrait des évangélisateurs comme vous qui sillonnent tous les chemins de France et de Navarre pour expliquer tout ça et faire prendre conscience un petit peu de cet état de fait. Voilà. Merci. Merci. Vincent m'avait dit qu'il évangélisait, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que oui, commentaire, une autre question? Ah mince, c'est le monsieur au Blackberry, je vais... Aïe. Nom, prénom, métier. Maxime Cabon, c'est que Macabon.
BlackBerry, Apple, voilà. Et justement, c'est bien que vous fassiez remarquer ça. Moi, j'ai un problème avec la data. C'est la communication entre les différents logiciels que je peux avoir. Et alors ça, c'est juste à se taper la tête contre les murs. Alors quand on s'appelle General Electric et qu'on a la chance de pouvoir recruter 23 000 ingénieurs pour développer son propre système en interne, c'est pas mal. Mais comment lutter justement ou comment avancer là-dessus? Parce que moi, avec mes 22 mecs, j'y arrive pas, quoi. Ouais, je comprends le point. Et d'ailleurs, si c'est pas un hasard, hein, si General Electric a lancé ce projet-là, c'est parce qu'ils n'y arrivaient pas non plus. La problématique que vous avez, c'est une problématique d'architecture de systèmes d'information. Effectivement, on a un vrai problème avec l'architecture des systèmes d'information, c'est qu'on ne sait pas jeter. Alors je suis un peu volontairement provocateur, mais on empile des couches. On a acheté très cher des logiciels à un moment donné, donc on essaye de les tirer au maximum du temps, voire même parfois, ils sont encore amortis comptablement quand ils sont déjà obsolètes, donc votre DAF ne comprendrait pas que vous jetiez un bout de votre SI à la poubelle alors qu'il n'est pas encore fini d'être amorti. Et du coup, vous allez empiler, vous allez mettre une couche par-dessus et vous allez continuer à essayer d'empiler des choses dessus. Ce qui fait qu'en fait, vous avez des trucs très complexes alors qu'à un moment donné, ce qui est compliqué, c'est comme quand vous rangez à la maison, il faut savoir jeter pour faire du rangement. Mais on n'a pas cette culture-là. Et développer une architecture agile du SI, c'est un challenge pour beaucoup d'entreprises. Je ne vais pas empiéter, parce que je pense que c'est le sujet peut-être de mon collègue d'après, mais c'est un vrai sujet de se dire comment je structure mon système d'information pour qu'il m'accompagne dans les mutations qui vont venir, qui sont des mutations organisationnelles, managériales, etc., qui seront sous-tendues par le système d'information. Et aujourd'hui, finalement, il est structurant et il y a ces problèmes d'interopérabilité, mais qui sont normalement résolus techniquement avec des outils, des surcouches, on va dire logiciels, qui permettent justement d'intégrer et de plugger différents modules. Mais c'est compliqué, je suis d'accord. C'est un vrai sujet. Et en PME, honnêtement, il faut tomber sur l'architecte qui peut vous permettre de réfléchir ou le consultant qui vous permettra de le faire, mais j'ai pas la réponse. J'ai des embryons d'hypothèses de commencement de pistes. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou un témoignage Oui? J'arrive avec le micro. Ça vient, super. Votre nom, activité? Gwenolé, Nedelec. Je travaille pour Kindu, éditeur de PIM PLM pour l'agroalimentaire. Est-ce que le sujet, au-delà de la data, c'est pas le référentiel de données? Non, mais forcément, parce que le problème des données, c'est qu'effectivement, si on a des données, mais que tout le monde ne parle pas de la même chose, parce qu'on a des tableaux Excel qui se croisent dans tous les sens, on a un vrai problème avec l'information qu'on extrait. C'est pour ça que je disais qu'il faut avoir une stratégie informationnelle derrière la notion de data. Et effectivement, les référentiels, pour avoir fait du data warehouse pendant quelques années, magasin de données, dans les entreprises, y compris sur les formulations des indicateurs, on n'est pas d'accord. On parle de marge nette. Est-ce que c'est bien la marge nette dont on parle de la même? C'est compliqué. Donc il y a à la fois effectivement des référentiels, c'est-à-dire des données propres, bien stockées aux bons endroits et de la bonne manière, et puis la manière dont on construit ces indicateurs et être sûr d'avoir le même langage autour de ces données-là. Et oui, c'est un problème de référentiel, mais avec une contrainte qu'on n'avait pas il y a 10 ans quand j'étais dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu l'accélération, les référentiels aussi sont en mouvement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur les mêmes indicateurs pendant 10 ans, ça ne marche pas. Il y en a qui sont obsolètes. Et je pense que c'est un vrai enjeu aussi, quoi. Problème de référentiel, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Voilà, c'est loin. Michel, elle doit courir. Oui. Bonjour à tous, Monsieur Bernard Lagarde de la société eBlue Pro. Je voudrais réagir au commentaire qui a été fait précédemment sur l'interopérabilité des données. Moi, de mon point de vue aussi, ça rejoint un peu ce que vous avez dit en présentation, dans votre présentation. Il faut aussi peut-être changer certains a priori, certaines mentalités qu'on a. Je prends tout simplement l'accès à des messageries qu'on utilise tous. Je crois que 80% des gens, on tourne autour de 2-3 types de messageries qui sont
verrouillé de façon à ce qu'on ne puisse pas sortir de ce système. Maintenant, moi, dans mon métier, il m'arrive de présenter des solutions basées sur l'open source et je vois le regard et la réponse des gens. Et parfois, on a l'impression que dès qu'on offre quelque chose qui sort du carcan, on utilise un système qui n'est pas fiable. En fait, je pense que les entreprises doivent apprendre aussi à se diversifier intellectuellement sur les services et les outils. Merci. De toute façon, vous mettez le point sur un truc, on est passé vite. C'est franchement le gros enjeu, c'est comment je change mes habitudes. Mais en tant qu'humain, hein, c'est pas les outils, c'est pas grave, ils sont de plus en plus faciles. Et les changements de compétences, on peut peut-être revenir rapidement dessus. Effectivement, ça demande de la formation, du coaching, de l'accompagnement. En matière de ressources humaines, c'est important d'apprendre à désapprendre, ce qui était vrai il y a quelques années, les moins. C'est peut-être celui-là qui est le plus important, c'est que les compétences deviennent très rapidement obsolètes. En gros, 30% de nos compétences qu'on a aujourd'hui seront obsolètes dans un an. Mais on n'en est pas conscient. On se forme. On attend de la formation qu'elle soit en salle, avec un formateur, etc. Alors qu'aujourd'hui, le savoir, il est accessible et qu'on peut s'auto-former assez facilement. Encore faut-il avoir accès, potentiellement depuis son poste de travail, aux ressources qui permettent de se former à telle ou telle chose. Et quand vous disiez effectivement messagerie, je suis sur une messagerie open source versus Outlook ou une autre pour ne pas les citer, typiquement là c'est vraiment de la conduite du changement. C'est-à-dire qu'effectivement peut-être que passer de Outlook à Gmail, c'est prendre tout le monde une bonne fois pour toutes et leur dire écoutez, mettez-vous dans la situation de changer. Parce que pour le coup, pour l'entreprise, c'est temps et qu'au bout d'un moment, enfin je dis Gmail mais, ou autre Zimbra, je sais pas quoi, n'importe, mais faites l'effort d'aller chercher autre chose et mettez-vous en condition justement de changer souvent. C'est-à-dire que laissez pas les habitudes s'installer. C'est-à-dire que de temps en temps, avoir un rythme de changement d'habitude fréquent. Plus d'agilité, plus de flexibilité. Ouais, puis même provoquer l'espèce de foisonnement en se disant on va changer des trucs de manière fréquente parce que s'installer dans du confort, c'est aussi s'interdire la possibilité d'avancer souvent, quoi. Il y avait une autre question ? Oui, bonjour, Baptiste Simon, Libre Informatique. Ça me fait rebondir un petit peu. Je trouve que le fait d'être perpétuellement en changement dans des contextes, disons, où on se pose des questions sur la maîtrise le fait de combiner des données qui viennent de différents endroits ne permettent pas. Enfin, pour moi, en gros, il y a pas. Je suis assez en rupture par rapport à ça. Il n'y a pas de maîtrise d'un métier. Et on est quand même. La question du métier est quand même importante, même si il faut être en mesure d'évoluer. C'est aussi important de savoir approfondir un secteur, approfondir un métier. Et pour ça, ça ne peut pas se faire sans maîtrise ni des outils, ni des données. Et en l'occurrence, la maîtrise des données n'est possible, à mon avis, n'est pas possible sans maîtrise des outils. Et c'est vrai que ça, c'est une question pour moi de fond. Et effectivement, être tout le temps dans la volonté du changement technologique perpétuel, parce ça veut dire qu'en gros, c'est le bordel tout le temps. Et qu'à un moment donné, de pouvoir maîtriser ces outils, c'est-à-dire pouvoir maîtriser les canaux qui permettent aux outils de dialoguer entre eux pour pouvoir faire converger de la donnée, par exemple, c'est aussi un élément qui pour moi est stratégique. Et c'est vrai que c'est là où je me retrouve je me sens un peu loin par moment de tout ça. Alors peut-être que dans ce que j'ai dit, j'ai pas été clair. C'est-à-dire que souvent, le problème, c'est que quand on construit son SI, on construit effectivement, comme on l'a dit, on construit en ciseaux. On va prendre un truc, un SI RH pour les RH, on va prendre un outil de production, un ERP de production pour la production, on va prendre un PIM, un PLM pour la R&D, etc. On va empiler des couches, mais on va pas forcément, la couche d'intégration, on va pas forcément y réfléchir. Est-ce qu'on met un ESB, comment on le fait, comment on le structure, etc. Il y a, notamment en PME, on le voit pas souvent. On voit les services qui ont un projet, qui les mettent au SI, et on n'a pas cette couche de justement le trait d'union entre tout ça, on le pense pas. Et c'est là où je disais, il y a un défaut là-dessus. Après, une fois qu'on a construit cette couche d'intégration potentiellement, et qu'on peut se mettre en ordre de marche pour se dire, oui, il faut maîtriser les outils, mais finalement, ils ne sont pas si compliqués que ça. Les modèles d'outils sont... Enfin, j'allais dire, pour l'utilisateur, c'est de plus en plus simple. On est capable de les faire changer beaucoup plus fréquemment qu'avant, parce que quand vous étiez sur un AS400 et qu'il fallait faire des codes en permanence, si vous ne connaissiez pas les codes, vous mettiez un temps fou à faire. Aujourd'hui, grosso modo, l'ergonomie de tous les outils, ce n'est pas très compliqué. Par contre, après, ce qui est compliqué, c'est faire converger des modèles de données différents dans des bases de données qui sont attaquables pour restituer des indicateurs. Ça, c'est plus complexe, effectivement. Mais
Je suis pas sûr que c'était ce dont vous vouliez parler, mais bon. Merci. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Vincent Rostin. Je pense que voilà, vous méritez des applaudissements. Merci beaucoup.